Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de laïcité et de franc-maçonnerie. Bonjour Jean Javani. Vous êtes retraité, vous avez, d'après mes informations, 71 ans. Vous êtes né à Montreuil-sous-Bois. Vous êtes conseiller de l'Ordre du Grand Orient de France, en charge de la laïcité. Ce conseil de l'Ordre est l'équivalent d'un conseil d'administration. Et j'ai repéré dans votre biographie deux ou trois éléments. Vous avez été président fondateur d'Apart, association pour les appartements et les actions de relais thérapeutiques et sociales. Première association pour l'hébergement et l'action sociale en faveur des malades du sida et séropositifs. Paris, région parisienne, Marseille, de 1987 à 1995. Vous avez été président du comité d'organisation de la Conférence internationale des ONG sur le sida à Paris en 1990. Et vous avez été également secrétaire général du comité Laïcité et République en 2017 et 2018. Et j'oublie forcément beaucoup d'éléments. Donc nous avons intitulé notre thème du jour, laïcité et franc-maçonnerie, de façon très large, mais en nous doutant bien qu'elles sont liées. C'est grâce, entre autres, à l'appui de la franc-maçonnerie, des francs-maçons, d'après ce que je sais de mes cours d'histoire, que l'instruction publique, laïque, gratuite et obligatoire a vu le jour à la fin du XIXe siècle. Et que c'est donc aussi par l'éducation que l'on combattra toute forme d'ignorance, dont celle envers la franc-maçonnerie, et c'est pourquoi nous sommes réunis ce jour. À vous la parole. Merci cher Dominique, mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, à ce sujet que laïcité et franc-maçonnerie, tout d'abord, effectivement, le lien se fait historiquement, mais il se fait historiquement en France, parce que la franc-maçonnerie n'est pas la même dans tous les pays du monde, et il y a une histoire particulière de la franc-maçonnerie française. Alors, commençons par laïcité. Moi, j'en ai une définition simple, c'est la laïcité telle que nous l'entendons en France, la loi de 1905, avec l'école laïque, etc. C'est l'idée de la liberté absolue de conscience, comme l'on dit, c'est-à-dire c'est pas seulement la liberté religieuse, ça en fait partie, mais c'est la liberté de conscience en général, religieuse ou pas. C'est à la fois pour protéger les croyants dans la liberté du culte et pour ceux qui ne croient pas. Ensuite, l'autre principe essentiel de la laïcité telle que nous l'entendons en France, c'est le principe de séparation. C'est-à-dire que la loi n'est pas l'objet d'un compromis entre différentes religions ou différentes pensées philosophiques. Il est l'activité, il est le produit du vote des citoyens auprès d'un débat politique. Alors chaque citoyen, évidemment, a ses convictions, c'est évident, et chaque député est élu en fonction d'eux, mais le principe, si vous voulez, c'est que la loi est l'expression de cette volonté générale, elle ne dépend pas d'un présupposé moral, religieux. Donc, c'est simple, liberté de conscience, séparation. Et c'est pas partout pareil. Hein. Bon. Pour ce qui est de la franc-maçonnerie, alors la franc-maçonnerie, c'est une histoire. La franc-maçonnerie, je dirais, c'est à la fois un projet et un lieu. Un projet, d'abord, donc un projet dans l'histoire aussi. La franc-maçonnerie, elle est née telle qu'on la connaît aujourd'hui, à la fin du XVIIe siècle, en Angleterre, dans une situation historique particulière, mais qui avait en germe la modernité. C'est-à-dire l'Angleterre a connu au XVIIe siècle, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais des guerres de religion terribles entre les protestants et les catholiques, et entre les diverses sectes protestantes d'ailleurs. Et avec les Anglais ont coupé la tête de leur roi 100 ans avant les Français, hein, on l'oublie. Donc, en 1680 et quelques, Charles, j'ai oublié la date précise, Charles II a été décapité 100 ans avant Louis XVI. Il y avait donc tout un mouvement à l'intérieur de l'Europe, un mouvement de rationalisation, c'est-à-dire de recherche de la raison.
C'est ce qu'on appelle la crise de conscience européenne à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, qui a donné naissance à ce qu'on appelle le mouvement des Lumières, la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle. En Angleterre, il y avait des représentants tout à fait importants de cette philosophie, notamment au travers du grand scientifique Isaac Newton et de ce qu'on appelait la Royal Society, qui était l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler en France l'Académie des sciences. Et ces gens, face à, je dirais, aux querelles que pouvaient se mener les massacres réciproques, les guerres entre les catholiques, les protestants, les diverses sectes protestantes, un peu comme il y a aujourd'hui dans le monde ailleurs, bon, je ne serai pas de pays, eh bien, le projet, c'était de voir si on ne peut pas se retrouver quelque part pour parler entre gens de bonne composition au nom de la raison. La raison, c'est-à-dire mettre les choses à plat et puis de voir. Alors tout ça, c'est aussi tout un mouvement de la philosophie du XVIIe siècle. Vous connaissez Descartes, le cartésianisme, c'est-à-dire... je n'ai pas de citation précise en tête de Descartes, je n'ai pas révisé avant de me dire, mais l'idée qu'on prend les choses, on les compartimente une par une et on voit dans chaque solution ce qu'on peut faire. Et on l'applique et on applique un certain début de méthode expérimentale, même aux questions sociales. Voilà. Et là, ces gens qui voulaient se dégager à la fois du pouvoir politique et du pouvoir religieux, qui étaient des sources de conflits, on souhaitait donc se retrouver pour discuter. Et là, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait de vieilles institutions, des institutions de métier où des gens se retrouvaient. Alors c'est pour ça, les francs-maçons, c'est des maçons. Alors ça date du Moyen-Âge, où on ne sait pas trop, ça se perd dans la nuit des temps. Il semblerait qu'en Angleterre, en Écosse, ce soit maintenu. Il y avait des gens de métier qui se réunissaient, qui discutaient entre eux, et sur cooptation, etc. C'était plutôt des notables locaux, bien évidemment. Et donc, il y avait ce truc-là qui était après. Donc, ils ont investi cela. Donc, c'est pas la même chose que la franc-maçonnerie du Moyen-Âge. C'est quelque chose de nouveau dans l'esprit du temps. Donc, ça a donné donc naissance à ce mouvement où des gens se sont retrouvés. Et c'est tout de suite venu en France. Dès le début du XVIIIe siècle, dans les années 1720, et pour la France, c'est extrêmement important parce que vous savez que la France était une société de privilèges. Qu'est-ce que ça veut dire, privilège ? Revenons à l'étymologie. Privilège, c'est privata lex, c'est-à-dire loi privée. C'est-à-dire chaque personne, en fonction de sa naissance, obéissait à une loi particulière. Il y avait le clergé, il y avait la noblesse, il y avait le tiers-état, il y avait les manants. C'est un peu un communautarisme, si vous voulez. Chacun, il y a la loi de la communauté. Il n'y a pas de loi générale, il n'y a pas de loi. Il y avait évidemment le roi, etc. Mais il y avait profondément ce sentiment d'appartenir à une caste sociale. Donc, la franc-maçonnerie, dans la mesure où tout le monde pouvait se retrouver, des bourgeois, des nobles, souvent des grands bourgeois, des nobles, mais aussi des boutiquiers, des artisans, je dirais de la petite bourgeoisie. Évidemment, il n'y avait pas d'ouvriers. Ils ne savaient pas lire et écrire à l'époque, les gens. Si vous voulez, donc l'idée, c'était de se retrouver au-delà de toute distinction sociale et politique pour discuter. Donc ça, et donc dans la France d'Ancien Régime, ça a été quand même un bouleversement. Et donc la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle en France a mis en place un système qui n'était pas un système de vote. Alors, je reviens à l'Ancien Régime, je vous fais un petit cours d'histoire, c'est pas trop long, j'espère. Dans l'Ancien Régime en France, il n'y avait pas de fonction publique proprement dite. C'est-à-dire que les gens achetaient leurs charges. Et ces charges étaient héréditaires. C'est-à-dire qu'un magistrat achetait la charge de magistrat, ou un avocat, donc dans des fonctions publiques, un notaire, comme aujourd'hui les notaires d'ailleurs, encore. Et cette charge faisait partie du patrimoine de la famille et se transmettait. C'est-à-dire que c'était une forme archaïque d'indépendance de la fonction publique. Mais évidemment, avec l'évolution de la société, ça ne fonctionnait plus. C'était entre les mains de gens très riches, d'une grande bourgeoisie, voire de la noblesse. Donc, c'est totalement contraire au système de la démocratie moderne que nous connaissons, représentatif, qui est le système de l'élection. La franc-maçonnerie aussi, en cela, était innovatrice, c'est-à-dire qu'au début, les loges étaient sur ce système des charges au début du siècle, et puis, vite, rapidement, on a mis en place le système de l'élection des
des instances, etc. Donc c'est une espèce de préfiguration. Ne nous emballons pas, hein. La franc-maçonnerie n'a pas tout fait. Hein. Là, c'était une préfiguration de ce qui allait devenir le principe de base de la Révolution française, c'est-à-dire la démocratie, l'élection et ensuite la République. Alors, la franc-maçonnerie, historiquement, a été proche des pouvoirs. Au XVIIIe siècle, Napoléon a mis la main dessus, comme il a mis la main sur tout en France. Mais justement, il y a eu après, si vous connaissez un peu l'histoire de France, après Napoléon, 1814-1815, la Restauration. Et un retour, une réaction, je dirais, catholique, une réaction réactionnaire, une réaction anti-républicaine, anti-libérale. Et là, les gens, comme en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, qui ne savaient pas où aller parce que c'était interdit, etc., eh bien, ils se sont assez rapidement retrouvés dans la franc-maçonnerie qui était cet espace de liberté. Et là, la franc-maçonnerie, à partir de ce moment-là, alors c'est très particulier, c'est particulier à la France, c'est pas la même chose en Angleterre, où c'est très conventionnel, dirons-nous, en Angleterre. En France, la franc-maçonnerie a regroupé des gens qui étaient dans l'opposition républicaine. Et même s'il y a eu des allers-retours, donc les idées libérales qui ont conduit à la République se sont retrouvées dans ce creuset qui était dans ce lieu d'accueil que fut la franc-maçonnerie. Et donc, à partir de 1871, 75, 77, l'instauration de la Troisième République, c'est-à-dire qu'on a abandonné les royalistes, les bonapartistes, etc., ont été éliminés grâce notamment à l'action de Gambetta et d'autres grands hommes, avec l'émergence aussi de ce que Gambetta appelait les nouvelles classes, et l'émergence un peu de cette bourgeoisie moyenne, petite bourgeoisie, les boutiquiers, les petits agriculteurs, parce que n'oubliez pas qu'en France, les grands domaines ont été partagés à la Révolution. C'est-à-dire il y avait la France était un pays de petits propriétaires agricoles, hein. Donc un pays très, très agricole, mais il y a eu une réforme agraire profonde en France à la fin du XVIIIe siècle. Il n'y avait plus de grands domaines, hein. Il y avait des petits propriétaires agricoles. Donc tout ça a fondé cette démocratie locale, les communes agricoles, avec les agriculteurs qui ont conscience de leurs intérêts, qui s'entendent, etc. Bon. Et donc, c'est ces nouvelles couches, voilà, je dis nouvelles classes, ces nouvelles couches qui ont fondé la République à petit, les lois de 1881 sur la presse, l'action de Jules Ferry, qui est contestée par ailleurs, mais qui a quand même institué l'école publique laïque gratuite, en dégageant l'école justement des curés, hein, puisque la France était un pays catholique. Hein, je veux dire, en France, il faisait pas bon au XVIIIe siècle de blasphémer contre l'Église. Hein, il y en a plus d'un qui a laissé sa peau. Donc c'est ce grand mouvement de libération, hein, contre les pouvoirs et contre l'emprise de l'Église, contre l'emprise de l'Église catholique que s'est constituée la République. Il faut le voir. Hein. La République en France est instituée en guerre contre la République, hein, contre l'Église. L'Église était en faveur du retour de la monarchie jusqu'en 1914, jusqu'à l'Union sacrée de 1914. Il faut avoir ça en tête. Ça explique des raisons aujourd'hui de réaction de républicains vis-à-vis des religions. Donc, et donc jusqu'à la loi de 1905, la loi sur la laïcité et la séparation, et là c'est la victoire en quelque sorte des républicains. Donc voilà, et donc tout ce mouvement-là a été accompagné, orchestré, avec le soutien du peuple, bien entendu, puisqu'il s'agissait d'élections, c'était pas une dictature, hein, évidemment, à la suite d'élections, par des gens qui, par ailleurs, étaient francs-maçons. Alors, le premier grand franc-maçon à cet égard, c'est Victor Schœlcher, mais ça date d'avant, de 1848, la Seconde République. Il y avait beaucoup de francs-maçons, parmi ceux qui ont fait la Seconde République, la Révolution de 1848. C'est Victor Schœlcher, c'est l'abolition de l'esclavage. Hein, la France est quand même le premier pays qui a aboli complètement ça avait été aboli au moment de la Révolution. Malheureusement, Napoléon l'a rétabli, mais ça a été définitivement supprimé en 1848. Cela dit, sur le territoire français, depuis le Moyen-Âge, tout esclavage était interdit. C'était seulement dans les colonies. C'était trop, mais c'était pas en France.
Donc 1848, Hector Schœlcher, et puis Jules Ferry, effectivement, tous ces grands hommes. Donc, alors, la franc-maçonnerie, donc c'est un projet, c'est un lieu. Alors, c'est un projet, je voulais un peu expliquer, c'est se retrouver donc pour discuter entre des gens qui se veulent de bonne foi et qui veulent s'améliorer eux-mêmes, c'est ce qu'on dit dans les principes, c'est améliorer à la fois l'homme et la société. C'est-à-dire, la franc-maçonnerie se veut une école d'amélioration de soi au travers de l'écoute de gens qu'on a accepté d'intégrer dans le groupe, mais qui ne sont pas forcément tous de la même opinion, bien évidemment, puisque c'est sur cooptation, donc on n'est pas forcément... Évidemment, il y a une teinture, mais je veux dire, l'idée de base, c'est d'accepter de discuter avec d'autres. Bon. Alors, c'est donc un lieu de discussion, d'améliorer l'homme et la société, et donc de réflexion, effectivement, sur la société. Alors, c'est aussi un lieu, et là, c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important? Parce que, justement, ce que l'on veut, au travers de cette amélioration de l'homme qui est là, l'homme et de la femme, bien entendu, enfin de l'être humain qui est là, c'est que cette personne arrive à parler avec sa vérité personnelle, au-delà de toutes les postures qu'on peut avoir à l'extérieur. C'est-à-dire que là, s'il y a un homme politique, un syndicaliste ou je ne sais qui sera dans la loge, on ne lui demande pas de parler en tant que syndicaliste ou homme politique ou ceci ou cela, on lui demande de parler en tant que lui, tel qu'il est, dans sa vérité personnelle. Et c'est pour ça que ce lieu est fermé, parce qu'il y a un secret qui n'est pas un secret de conspirateur, qui est le secret des personnes. C'est le respect du secret des personnes. C'est-à-dire, quand on est là, on sait que ce qu'on va vous dire, c'est pour échanger et que ce n'est pas pour aller diffuser à l'extérieur, parce qu'on veut progresser dans un échange avec quelqu'un. Voilà. Alors, il ne faut pas non plus s'illusionner. Il y a 53 000 membres au Grand Orient de France. Il y en a d'autres. Enfin, je crois qu'il y a à peu près 100 000 francs-maçons et francs-maçonnes en France. Ce ne sont pas tous des gens haut placés, etc. Ce sont des gens, souvent dans des petites villes de province. Bon, quelquefois, il y a quelques édiles locaux qui sont là, mais c'est surtout des gens qui ont envie de se rencontrer. En général, on mange bien, on boit bien après les travaux. Et voilà, donc c'est l'idée d'une fraternité de convivialité. Alors, c'est important parce que, je trouve que c'est d'autant plus important aujourd'hui, parce que on est dans une époque où il y a du virtuel partout. Alors, on est là avec les téléphones, les caméras, tout ça. C'est le seul lieu qui reste où, comme j'allais dire, dans une palabre africaine, il y a des gens qui sont assis comme ça, face à face, et qui se parlent. Voilà. Et on ne se parle pas n'importe comment. On n'a pas le droit de se couper la parole. La parole est réglementée. C'est-à-dire, je vais dire, ouais, toi, tu es un con, tu dis ci, ça va pas. Non. Quand on s'exprime, on pratique ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire qu'on parle de celui qui vient de parler à la troisième personne. Tout ça, pour vous dire que c'est pour réprimer la violence de la parole. La parole peut être extrêmement violente, vous le savez bien. Hein. L'invective, c'est violent. L'idée, donc, c'est de permettre, de forcer, en quelque sorte, la personne qui veut dire quelque chose à ne pas s'exprimer violemment, mais dans le respect de l'autre. Alors, c'est une très belle école de pensée et de confrontation, mais pas de confrontation violente, mais d'échange d'idées avec les autres. Et je peux vous dire que tout le monde n'est pas toujours d'accord dans une loge. Mais c'est important, dans un lieu fermé. Et c'est extrêmement important aussi parce que chacun, vous voyez, moi je dis aussi, bon, je vais dîner avec des amis demain, et puis le sujet va venir sur la politique internationale, qu'est-ce que fait la France au Mali, puis la Biélorussie, c'est pas bien. Et puis, le Covid, alors ça nous embête. Et puis, la sécurité sociale, ça va pas. Bon, on va discuter comme ça, gentiment, en mangeant. Voilà. Est-ce qu'il y a un lieu où vous pouvez vous asseoir, vous êtes là avec 30, 40, 20, 10, 15, 50 personnes, que ça dépend des loges, sont plus ou moins grandes, que vous connaissez, qui vous connaissent, et vous dites, aujourd'hui, je veux parler de ça. Bon, très bien, tu parles de ça. Je m'assois pendant 25 minutes, une demi-heure,
45 minutes, c'est un peu trop, parce qu'à bout d'un temps, on finit par casser les oreilles des gens. Mais disons, on a le temps de se dire, ben voilà, j'ai envie de vous dire ça, de vous parler de ça, et la soirée est consacrée à ce que j'ai envie de dire. On t'écoute. Hein. C'est pas des débats télévisés, hein, où les gens s'engueulent, etc., comme du poisson pourri. C'est justement parce que la parole est ritualisée, c'est-à-dire que rituel, il ne faut pas avoir peur du rituel, hein, ça veut dire qu'il y a des règles d'échange de la parole. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, si vous voulez, c'est ça le secret maçonnique. C'est pas non, vous n'avez pas le droit de savoir. C'est pas ça. C'est moi, je peux vous montrer un temple, c'est-à-dire il n'y a rien avec les symboles, etc. Je peux vous expliquer ce que ça veut dire. C'est pas ça la question. C'est pouvoir se parler librement. C'est ça. Parlons laïcité, le débat. La question aussi que l'on a dans le titre, c'est quel rapport cette liberté de conscience que vous avez en exercice dans les loges a pu faire dans la République autour de, justement, de la fabrication de cette loi et maintenant dans la fabrication d'un lien social qui tienne compte des consciences différentes de tout le monde. Écoutez, je vais vous décevoir, mais la franc-maçonnerie n'est pas une machine à faire des lois et à mener la politique du pays. Voilà. C'est une fausse idée, vous enlevez ça de la tête, ce n'est pas vrai. Il se trouve que des gens qui ont fait des choses, comme j'explique au cours de l'histoire, se sont retrouvés dans la franc-maçonnerie française. Le projet de la franc-maçonnerie, c'est uniquement que des gens qui, sinon, je crois que c'est dans les textes de base d'Anderson, qui par ailleurs ne seraient jamais connus, puissent se retrouver pour échanger, se retrouver ensemble. Alors évidemment, c'est une école de pensée libre, c'est une école d'échange. Alors effectivement, là, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce que peuvent être les principes démocratiques, les principes de la laïcité, puisque dans les principes fondamentaux de la Constitution du Grand Orient de France, par exemple, il est inscrit que le Grand Orient de France est attaché à la liberté absolue de conscience et qu'il attache une importance fondamentale à la laïcité. Bon. Donc ça c'est de conscience. Mais c'est propre à la franc-maçonnerie française. Hein, je veux dire, je crois qu'il ne faut pas mentir. Hein. En Angleterre, la franc-maçonnerie, c'est un réseau qui est lié à la monarchie. Hein. Il y a une autre évolution. Aux États-Unis, il y a eu une monarchie noire et une monarchie blanche, une franc-maçonnerie noire et une franc-maçonnerie blanche. Hein. C'est comme tout, ça n'évite pas les écueils. Il se trouve qu'en France, il y a eu cette histoire. Voilà. Donc, cela dit, c'est une très belle histoire, mais il ne faut pas en faire plus que ce qu'elle n'est. C'est une belle école de pensée et de relations. Bonjour monsieur. Juste avant qu'on puisse débattre, j'aimerais bien savoir en quoi consiste votre rôle de conseiller à la franc-maçonnerie. Oui, moi je ne suis pas conseiller à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est le Grand Orient de France, il y a plusieurs associations. Le Grand Orient de France est une fédération de loges. C'est comme un syndicat, il y a une fédération. Et donc, cette fédération a des organes. Il y a une assemblée générale qu'on appelle le convent, qui est la réunion annuelle de tous les représentants des délégués de toutes les loges. Hein. Donc, actuellement, au Grand Orient de France, il y a 1300 et quelques loges. Hein. Voilà. Et puis, et d'ailleurs, avec le confinement, on a des problèmes, évidemment, comme tout le monde. Bon. Donc, il y a des instances, il y a un conseil de l'ordre, et le conseil de l'ordre est un conseil d'administration qui est une instance élue. Donc, on a, au conseil de l'ordre, il y a 37 membres, puisque le Grand Orient de France, il y a des loges en France, métropolitaine, bien entendu, outre-mer, et puis il y en a en Europe. Il y a un grand développement de la franc-maçonnerie à la française, c'est-à-dire qu'on dit adogmatique et libérale, la franc-maçonnerie libérale dans les pays d'Europe de l'Est à la suite du chute du mur. Il y a des loges en Afrique francophone, par les liens que l'on connaît, mais aussi ailleurs, à l'île Maurice, Réunion, un peu en Asie, à Haïti, quelques loges en Amérique du Nord. Donc il y a un conseil d'administration et où il y a 10, comme on dit, 17 régions maçonniques. Enfin, ça, c'est de la salade administrative. Et chaque région élit entre 1 et 3 représentants au Conseil de l'Ordre en fonction du nombre de loges. Et donc, moi, ma région, c'est Paris 3, si vous voulez savoir. Et donc, on est élu pour un mandat de 3 ans non renouvelable. Et qui correspond aux structures des associations bateaux de la loi de 1900. Hein, sinon, c'est une fédération d'associations. Voilà. Bonjour, voilà, je vais parler un peu plus fort.
On parle, je pense qu'il y a un rapprochement qui est fait entre la maçonnerie, si j'ai bien compris, et la laïcité. Hein. Si j'ai bien compris, ça viendrait presque de vous, hein, qu'il y ait une loi laïque en France. Si j'ai à peu près ce que j'ai compris. Hein. Et ma question, c'est comment faire, par exemple, pour entrer dans une loge maçonnique? Combien y a-t-il de degrés? Quels sont les rites à faire pour y accéder? On m'a dit que pendant 1 an, une fois rentré en maçonnerie, on n'avait même pas le droit de dire un seul mot. Alors, s'agit-il de rites, un peu comme dans certaines religions? Parce que ce n'est pas très clair. Et comme vous l'avez dit, que vous parlez entre vous, mais vous ne dites pas ce que vous vous êtes dit entre vous. Donc, la question, pourquoi? C'est aussi opaque. Ma deuxième question, vous avez dit que les francs-maçons, généralement, sont de la haute sphère. Et si on redescend un peu, il y a certains commerçants. Mais bon, ça ne sera pas l'ouvrier, si j'ai bien compris. L'ouvrier de Renault. Donc, je peut-être mal compris, mais c'était d'abord un certain niveau. Et après, peut-être que certains commerçants pouvaient... Mais je ne sais pas si l'ouvrier ou l'agriculteur pouvait, c'est une question, pouvait justement être adepte de la franc-maçonnerie. Moi, je vois 3 questions dans ce que vous dites. Comment on peut devenir franc-maçon? 2, comment ça se passe à l'intérieur? Et 3, qui peut devenir? Bon. Alors, comment on peut devenir franc-maçon? Si on a envie de le devenir, eh bien, on peut tout à fait poser sa candidature sur le site du Grand Orient de France. Et ça va être orienté vers certains des conseillers de l'ordre qu'on appelle des délégués régionaux qui sont chargés des candidatures, et ils vont voir votre... Alors, il faut faire un CV, envoyer un CV, une lettre de motivation, c'est la moindre des choses. Et puis, ils vont discuter avec vous, voir si vous correspondez au profil. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un du Front National, qui vote Front National, on ne l'acceptera pas. Hein, voilà. Donc, on va discuter avec cette personne. Donc, pour savoir ce qu'il a dans le ventre. La seconde chose, c'est il n'y a pas de condition de diplôme. Hein. Donc, alors, effectivement, il faut avoir le goût de l'échange intellectuel. Ça, c'est clair, parce que ça repose là-dessus. Donc, candidature spontanée, ou alors on est présenté par quelqu'un dans une loge en particulier qui vous connaît, qui dit voilà, toi, tu devrais venir chez nous, tu devrais venir, tu verras, c'est bien, etc. Bon, bref, le lys habituel. Donc voilà, donc ça, c'est les 2 moyens, soit par présentation, soit par candidature spontanée. Il y a une progression maçonnique, c'est-à-dire on entre, alors avec des termes d'anciens métiers, puisque, comme je vous ai expliqué, à la fin du XVIIe, début XVIIIe, ils ont récupéré des choses de métier. Donc, on est apprenti, on est ensuite compagnon, on est ensuite maître. Et un apprenti, effectivement, on lui demande, pendant le temps où il est apprenti, d'écouter les autres. Et je peux vous dire que c'est un exercice, c'est un endroit par lequel on est tous passés. Et je peux vous dire que moi, qui suis bavard, ça m'a coûté, et bien c'est très bien, ça m'a appris à écouter. Et donc à chaque niveau, on va vous demander de préparer un travail, 1 ou 2 ou 3. Enfin, mais en tout cas, donc on se réunit 2 fois par mois. Entre-temps, il peut y avoir des travaux de commission. Alors, au niveau fédéral, il y a ce qu'on appelle des questions à l'étude des loges. Alors, on peut se réunir pour travailler là-dessus, ou tel ou tel sujet, etc. Bon, voilà. Donc, voilà, il y a des passages, hein, il y a des grades de passage. C'est une école, hein, c'est une école de personnes. Alors, on est entre adultes, hein, mais je veux dire, on n'est pas à l'école, hein, on dit ce qu'on a envie de dire, on ne note pas, mais qu'est-ce que vous vouliez ajouter? Dernière petite question. Si on veut justement introduire la franc-maçonnerie, est-ce que la religion peut être un handicap? Absolument pas, puisque la liberté de conscience est inscrite dans les fondements, dans les statuts de la Fondation de France, du Grand Orient de France. Voilà. Donc, le fait d'être croyant, je connais des francs-maçons qui sont croyants. Alors, évidemment, c'est en général pas bien vu par les religions. Hein. Donc, alors, de ce point de vue-là, la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec une religion. Il n'y a pas de catéchisme franc-maçon. Il n'y a pas de vérité révélée franc-maçonne. L'idée de vérité révélée est absolument contraire à l'idée de la franc-maçonnerie en France. C'est-à-dire que c'est au contraire, puisqu'on vous demande d'exercer votre esprit critique et de vous émanciper, d'émanciper votre réflexion. Donc il n'y a pas de... Bon. Ensuite, souvent, on compare la franc-maçonnerie à une secte.
La franc-maçonnerie, en France, c'est le contraire d'une secte. Une secte, c'est très facile d'y entrer. Vous voulez, hop, on vous prend tout de suite et on vous demande des sous. Mais pour partir, bonjour. On ne vous laisse pas partir comme ça. La franc-maçonnerie, c'est exactement l'inverse. C'est difficile d'entrer parce qu'effectivement, il faut poser une candidature. On va, comme on dit, vous enquêter. C'est-à-dire, il y a 3 personnes qui vont vous rencontrer, qui vont voir quelle est votre personnalité. Ben oui, parce que vous entrez dans un groupe fermé. Il faut que vous soyez accepté d'une certaine manière. Hein, voilà. Donc c'est une fraternité. On va vous demander quelles sont vos opinions philosophiques et religieuses. On va vous demander quelles sont vos opinions politiques. Alors, c'est pas à partir toutes opinions politiques sont admises, mais ce qu'on veut, c'est repérer des gens qui sont sectaires. Mais si un tel ou un tel veut arrêter parce que il veut partir, il dit voilà, je m'en vais, c'est tout. Personne ne lui demandera rien. Hein. C'est ça que je dis. C'est une fraternité, mais c'est pas une secte. Hein. Voilà, entendons-nous bien. Alors, pour ce qui est de ça, qu'est-ce que vous voulez dire aussi des règles d'accès, des procédures d'accès, comment ça marche Et effectivement, comme vous avez dit, il faut 3 personnes pour vous sonder, écouter pendant 1 an sans pouvoir parler, ne pas divulguer ce qui est dit dans vos réunions. Oui. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Moi, je pense pour des simples personnes qui cherchent notre bien et qui veulent parler, qui veulent justement trouver des solutions à la démocratie. Alors, je trouve bizarre justement que ça puisse pas se répéter, qu'on n'ait pas le droit de dire ce qu'on a entendu ou je trouve ça. Oui. Le fait d'y entrer, c'est pas simple, comme vous avez dit. D'en sortir, vous dites que c'est assez simple. J'ai lu des livres de représentants de la franc-maçonnerie qui ont atteint des livres de personnes étant dans la franc-maçonnerie jusqu'au 30e degré, je pense. À partir de là, c'est là où il se passe des choses. Mais c'est vrai qu'avant, c'est comme vous dites, c'est pas. Moi, je trouve que ça a l'air plus pas d'une secte. Je vais pas envoyer ce plot-là, mais c'est presque religieux ce que vous avez. Ça veut dire on est d'accord sur le même sens, sur ce qu'on pense. Donc, si on envoie 3 personnes pour sonder une personne, je pense qu'on veut vraiment savoir au fond de ce qu'il a. Donc déjà, ça, je trouve ça franchement bizarre. Et puis j'imagine que sur un seul critère, il peut ne pas accéder à la franc-maçonnerie. Je sais pas. Après, ça me rappelle un peu les affranchis, la mafia. Je t'ai parrainé, donc tu es affranchi, tu peux rentrer puisque tu es parrainé. Donc je trouve ça un peu... Et puis effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, les gens de la franc-maçonnerie sont souvent, voire en général, très bien situés au niveau de la démocratie, de l'État, généralement des hauts postes. Est-ce que ça a un rapport avec la franc-maçonnerie ? Mais enfin, vous faites une idée malheureusement très idéale de la franc-maçonnerie. Si c'était aussi haut que ça, je le saurais, et je crois que les francs-maçons ne sont pas là. Mais en tout cas... la franc-maçonnerie n'est pas un parti politique. C'est une école personnelle. C'est pas du développement personnel comme on vend les salades là aujourd'hui. C'est une école de progression personnelle. Dans la mesure où c'est basé sur la personne et l'engagement de la personne vis-à-vis d'autres personnes, c'est le projet même. Il y a un projet et un lieu. Et ça commande tout ça. Par rapport à ce que disait monsieur, et donc, dans vos réponses, j'entends bien, j'espère que monsieur entend bien, et je suis en train de penser à tout ce qui se dit autour de la franc-maçonnerie, et dont vous faites l'écho en partie en parlant de maître du 30e, que les informations, je ne sais pas d'où elles viennent et qui vous les a données. Donc ça me fait penser qu'il existe, ça c'est un fait, un complot maçonnique, il existe une vision d'un complot maçonnique, pour être précis, et que dans la société, c'est fort répandu, et monsieur, peut-être, s'en fait l'écho. Qu'est-ce que l'on peut penser de cette... moi, ce que j'en pense, ça n'existe pas par rapport à ce que vous dites. Je pense aussi qu'on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose, on ne peut donc pas prouver l'inexistence d'un complot, on peut juste essayer de déterminer quels sont les éléments qui font que un complot n'est pas possible. Mais historiquement, les francs-maçons ont été persécutés par l'extrême droite
Et quand je dis persécutés, c'est... Et l'extrême gauche. Et éliminés, et certaines fois par l'extrême gauche. Ils ont été persécutés par les religions, les papes, etc., s'y sont opposés. Donc il est clair que dans l'idée commune, on peut entendre que les francs-maçons, c'est des gens dangereux, puisqu'il y a des gens qui les ont considérés comme dangereux, mais dangereux politiquement. Donc ça demanderait une explication pour monsieur de comprendre les enjeux politiques qui se cachent derrière. Oui, le danger de la franc-maçonnerie, ce sont les dangers de la liberté de l'esprit. C'est-à-dire qu'effectivement, les pouvoirs n'aiment pas les gens qui ont l'esprit libre. Voilà. C'est ça qui est au fond. Dès l'Ancien Régime, l'Église a émis des encycliques contre la franc-maçonnerie en interdisant qu'elles se réunissent, l'Église romaine, et puis les pouvoirs... Alors, il n'y a que Napoléon, lui, c'est un grand récupérateur, il a décidé d'organiser la franc-maçonnerie, c'était un militaire, tout le monde se doit sur la couture du pantalon, et il y avait une franc-maçonnerie officielle. La franc-maçonnerie a toujours été, effectivement, sinon contre, du moins, non pas non plus en dissidence, mais différente du pouvoir. L'idée du pouvoir, même, je dirais même à la limite, l'idée du pouvoir est étrangère à la franc-maçonnerie. Puisque l'idée, c'est une image fausse que l'on a de l'extérieur en voulant dire que les francs-maçons sont là pour le pouvoir. Puisque le projet de la franc-maçonnerie, c'est de construire des esprits libres, des gens qui se connaissent mieux eux-mêmes. Donc ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Mais malheureusement, ça fait très peur au pouvoir. Et là, à partir du XVIIIe siècle, effectivement, tous les pouvoirs ont raconté n'importe quoi sur la franc-maçonnerie. Il y a des livres horribles à la fin du XIXe siècle, etc. Enfin bon, si la franc-maçonnerie avait tel pouvoir, voilà, on dit, rien à voir. C'est contraire au projet même de la franc-maçonnerie. Je trouve un petit peu surprenant votre approche. Si je peux me permettre, je vais être un petit peu caricatural et j'espère que vous m'en excuserez. Simplement, effectivement, donc, vous nous présentez effectivement la franc-maçonnerie comme historiquement des gens qui voulaient justement se libérer un petit peu des carcans et pouvoir avoir un lieu de liberté pour pouvoir réfléchir et donner des avis et partager des avis sur le vivre ensemble de l'époque. Et puis que par la suite, effectivement, ça a évolué et qu'on continue justement à garder secret un petit peu ce joyau qui permettait justement d'avoir cet espace et de pouvoir continuer à avancer et à élaborer. Simplement, et que maintenant, visiblement, ce sont des gens qui se retournent, qui se voient à la bonne franquette et qui discutent entre eux de choses de la société et de l'international. Donc ça, c'est un petit peu de ce que j'ai un petit peu de la société perçu. Aussi, de questions morales et philosophiques. Hein, oui, mais attends, c'est un petit peu ce que j'ai perçu de votre approche. Simplement, moi, je voulais faire un petit peu vue caricatural, comme je l'ai dit, mais un petit peu vu de cité, un petit peu raccourci. Je suis désolé, parce qu'on n'aura pas forcément le temps de vraiment aller bien au fond des choses. Et si je vous dis que voilà, j'ai une vision un petit peu différente, ou il y a une vision un petit peu différente qui circule, notamment avec les profils un petit peu historiques et l'histoire de la Révolution française, il y a un gang qui était royaliste, qui était autour du roi et des nobles, etc. Donc ces gens-là, ils avaient tous les privilèges, ils détenaient un petit peu les territoires, ils avaient tout pouvoir sur quasiment l'intégralité du pays. Et puis à ça a été adossé le clergé qui, lui, se contentait et qui avait effectivement mis un petit peu les gens en rond d'oignon et qu'il fallait vraiment rester dans le moule. Simplement à ça, un autre gang supplémentaire qui était les petits bourgeois et qui voulaient un petit peu avoir aussi des privilèges et qui voulaient justement un petit peu casser tout ça, se réunissaient un petit peu pour essayer de savoir comment mettre ça par terre, pour pouvoir justement avoir cette liberté, cette égalité plutôt orientée pour eux. Parce que la Révolution française a bien été un petit peu initiée, parce que les bourgeois de l'époque se sont bien retrouvés, une fois qu'on a mis tout ça par terre, ils se sont bien retrouvés un petit peu aux manettes, et qu'étrangement, les francs-maçons n'y sont pas non plus absents, parce qu'ils sont présents et que, par l'histoire, d'ailleurs, vous l'avez bien vu, même Napoléon a voulu, comme vous dites, les cadrer pour justement, on est bien là, au centre du pouvoir. Si on se retrouve avec des dictateurs qui veulent justement avoir ce courant de pensée près d'eux, et au contraire, c'est que autour d'eux, on ne sait pas qui est qui, et peut-être que les courants de pensée ne sont pas forcément étrangers au pouvoir. Et par ailleurs, donc vous avez évoqué aussi à l'étranger,
Parce qu'à l'étranger, effectivement, même en Afrique, vous l'avez abordé un petit peu en Afrique, mais bien au-delà d'Afrique, parce que hélas, dans les pays en voie de développement qui sont très friands d'apparats, de médailles, etc., et de ce genre de petites choses, ils adorent ça. Et donc, la franc-maçonnerie s'y développe assez aisément et, hélas, souvent proche du pouvoir. On a pu le voir même, par exemple, vous n'avez pas évoqué le Moyen-Orient, mais au Moyen-Orient, il y a aussi après, proche du pouvoir, donc du moins, on a pu en voir quelques images par ailleurs. Bon, moi, j'en ai vu, en tous les cas, quelques-unes, où effectivement, la franc-maçonnerie y était présente. Donc, vous dites, ma question, elle est assez simple, c'est que vous nous présentez aujourd'hui sur un angle un petit peu sympathique, mais par le passé, donc, il y a bien eu des actes sanguinaires où les francs-maçons n'y sont pas forcément neutres. Ils y ont participé, notamment à la Révolution française. Donc, ma question, elle va être assez simple. C'est que, pourquoi se retrouver, justement, encore une fois, dans l'entre-soi, où on se retrouve avec des discussions de ce type-là, entre gens initiés, alors initiés suivant un moule, hein, parce que derrière, c'est vraiment ça. Donc, ma question, c'est, est-ce que, justement, c'est pas la franc-maçonnerie qui a plutôt mis la graine de l'inégalité, à déposer les germes les graines, justement, d'une forme de caste entre les gens, et justement, et créer cette inégalité, justement, et au maintien de l'inégalité un petit peu en France et ailleurs dans le monde. Oui, écoutez, ce que vous dites là, les castes et les inégalités, ça a toujours existé sans la franc-maçonnerie. On n'avait pas besoin de la franc-maçonnerie pour faire ça. Hein. Je veux dire, bon. Au contraire, la franc-maçonnerie est venue au XVIIIe siècle pour abolir ça dans les loges. L'accusation de complotisme et tout, etc. La franc-maçonnerie, n'a pas fait la Révolution française. Il y avait des francs-maçons des deux côtés. La franc-maçonnerie n'a pas fait la Commune de Paris. Il y avait des francs-maçons des deux côtés. Alors les francs-maçons, ils étaient plutôt pas pétainistes, parce que Pétain détestait les francs-maçons. Mais je veux dire, il y a des francs-maçons de gauche, il y a des francs-maçons de droite. La franc-maçonnerie a toujours exclu les extrêmes. D'ailleurs, à partir du congrès de Tours, il était interdit aux communistes d'être francs-maçons. Alors maintenant, ça a changé. Je connais des communistes qui sont francs-maçons. La franc-maçonnerie, effectivement, a toujours fait peur aux gens qui veulent qu'on soit dans une ligne. C'est clair que si la Troisième Internationale, c'était en 22 ou 21, enfin bon, a interdit la participation à la franc-maçonnerie, c'est parce qu'on voulait que les gens soient dans la ligne. Hein? Donc, il n'y a pas de ligne. Il y a des gens qui discutent entre eux à partir, évidemment, de certains présupposés, dont le premier, ces présupposés, c'est qu'il n'y a pas de ligne. Alors, cela dit, vous pouvez ne pas aimer la franc-maçonnerie, ça vous regarde, moi je vous dis ce que j'en pense, hein, voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas, il y a pas. Alors oui, il y a effectivement toute une franc-maçonnerie d'affaires proche du pouvoir. C'est pas celle du Grand Orient. En Afrique, chaque roitelet local a constitué sa franc-maçonnerie, hein, mais c'est pas celle du Grand Orient de France, qui a une tradition différente. Alors effectivement, je vais revenir sur l'histoire. En 1877, c'est ça, je crois, hein, il y a eu une scission fondamentale dans la franc-maçonnerie entre la franc-maçonnerie anglaise et la franc-maçonnerie française. La franc-maçonnerie française a enlevé de ses constitutions l'obligation de croire en Dieu et en l'immortalité de l'âme. Donc, 1877 sont les prémices de la Troisième République, de la laïcité, c'est-à-dire la franc-maçonnerie française a posé le principe de la liberté absolue de conscience. C'est dans sa constitution. Et là, évidemment, les Anglais n'ont pas accepté. Et donc, il y a eu une différence fondamentale entre une franc-maçonnerie anglaise qui a évolué vers une franc-maçonnerie de pure relation, proche du pouvoir et un peu affairiste, qui se répand aussi beaucoup dans le monde, et ça intéresse beaucoup les chefs d'État africains, et la franc-maçonnerie française dite adogmatique et libérale, qui effectivement n'est pas toujours partout en odeur de sainteté. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, par exemple, en Afrique du Nord, évidemment, la franc-maçonnerie n'existe plus en Algérie, il y en a un petit peu au Maroc, et il y a une loge en Tunisie qui s'est créée il y a quelques années, et je peux vous dire qu'ils sont clandestins. Ils ne veulent pas que ça se sache, parce que si ça se sait, ils se feront massacrer. Donc il y en a un peu au Liban, en Égypte je crois qu'il n'y en a plus,
ou c'est peut-être la franc-maçonnerie anglaise qui n'a pas l'ADN libertaire et libéral de la franc-maçonnerie française. Mais je vois mal, il y a une franc-maçonnerie turque qui date de l'Empire ottoman, qui est toujours très vivace, qui a quelques petits problèmes là actuellement avec Erdogan. Et puis en Russie, évidemment, elle avait complètement disparu, parce que les communistes ne pouvaient pas supporter qu'on ait une pensée libre. Enfin, les staliniens ne pouvaient pas, le régime communiste soviétique ne pouvait pas supporter qu'il y ait des lieux où on se réunisse, on pense librement. En dehors du Parti communiste, et encore le Parti communiste, on n'a pas le droit de penser librement. Bon, c'est le centralisme démocratique. Donc là, voilà. Donc il y a eu une tradition de la franc-maçonnerie française, dite libérale et adogmatique. C'est pour ça que je vous dis, le paysage est divers. Il y a plusieurs francs-maçonneries et sortons des schémas préconçus. Est-ce que je suis clair ? Oui, je pense que vous êtes clair et j'espère que monsieur est satisfait de la réponse. Mais dans son questionnement, j'ai entendu aussi quelque chose et je voudrais poser cette question-là. Quel est le rôle politique de la franc-maçonnerie en France depuis la Troisième République ? Eh bien, la franc-maçonnerie aura l'important sous la Troisième République dans pas la franc-maçonnerie, les francs-maçons. Parce qu'il n'y a pas de doctrine franc-maçonnique. Sinon, la liberté de penser et la liberté absolue de conscience. Mais effectivement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il se trouve que sur la base de ces principes, effectivement, dans les loges maçonniques, se sont retrouvés des hommes politiques qui ont bâti les principes fondamentaux de la République, liberté de la presse, l'école laïque, la liberté d'association, la loi de 1901, et la loi de séparation de 1905. Donc la franc-maçonnerie a été effectivement... les francs-maçons, dans cette école de pensée, ont été influents jusqu'en 1914, mettons. Après, il y a eu ce qu'on appelle l'union sacrée. Les catholiques se sont ralliés à la République. Et puis la franc-maçonnerie a perdu de son influence dans l'entre-deux-guerres. Le pétainisme a été une catastrophe pour la franc-maçonnerie. Pas seulement, mais parce que les francs-maçons ont été pourchassés. C'est-à-dire que... c'est inouï quand même. Parce que la préoccupation du gouvernement de Pétain, avant même le statut des Juifs, ça a été d'interdire la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, en juillet 40, la France était exsangue, à bas, c'était la défaite, la déroute. Eh bien, les deux premières choses qu'ont fait le gouvernement de Vichy, il y avait peut-être d'autres urgences que dans la France de l'époque pour redresser le pays, c'est l'interdiction de la franc-maçonnerie et les lois antisémites. Donc c'était vraiment des obsédés. Bon. Il y a eu évidemment, c'est secret, mais c'est pas secret. C'est-à-dire que si demain la police, il y a une dictature, fait une descente au siège du Grand Orient, il y a tous les fichiers, c'est pas compliqué. Donc tous les fichiers ont été publiés dans la presse. Et d'ailleurs, ça s'est retourné contre le gouvernement de Vichy. Parce que les gens ont vu les noms dans la presse, ils ont dit « Ah bon, c'est ça, c'est le médecin, il est bien ce cas-là, c'est tel police, il est très bien, c'est un bon républicain, ah oui, voilà, c'est un syndicaliste, c'est un type bien. » Voilà. Donc, voilà. Ou c'est tel, je le connais celui-là, c'est le plombier, il est vachement sympa le plombier. Voilà. Bon, donc, voilà. Donc, c'est pas... voilà. Donc, pour... revenir à l'histoire, l'histoire n'est pas ce complot simpliste dont on se gargarise. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Donc, et aujourd'hui, effectivement, il y a des hommes politiques qui sont francs-maçons, bien évidemment, et il y a parmi les parlementaires ce qu'on appelle une fraternelle, c'est public, on le sait, qui se retrouvent parce qu'effectivement, ils partagent des mêmes valeurs de la franc-maçonnerie, mais il y a bien, des parlementaires catholiques ou des parlementaires amateurs de la chasse, c'est pas interdit. Voilà. Une question simple, quand on est franc-maçon, est-ce qu'on a le droit de le dire ou il faut le cacher ? On a tout à fait le droit de le dire.
C'est puisque ça concerne, c'est le secret de la personne. Par contre, on n'a pas le droit de le dire publiquement, faire du outing, comme on dit, tel, ah ouais, les francs-maçons. On n'a pas le droit. Mais ça, moi j'ai le droit de vous le dire parce que je suis là. Donc, mais j'ai pas le droit de dire un tel et un tel, ah, tu sais, les francs-maçons. Non, j'ai pas le droit. Enfin, j'ai pas le droit. Et je peux le dire, mais c'est indigne. Parce que c'est à chacun de dire ce qu'il a envie de dire sur lui. C'est une règle de base. Hein. Je voulais savoir, quand on est franc-maçon, justement, est-ce qu'il y a un rapport avec... parce qu'il y a eu la période aussi en France de Philippe le Bel, j'imagine que vous savez... Est-ce qu'il y a un rapport quoi Philippe, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, Philippe le Bel, il y a eu aussi, avant Napoléon et Pétain, les problèmes de... C'était les Templiers, oui. Voilà. Oui, alors là... Je pense qu'il y a déjà eu plusieurs histoires avec plusieurs rois et toujours les mêmes soucis jusqu'à maintenant, mais c'est de l'histoire, donc je ne sais pas s'il y a un rapport. Pourquoi toujours les mêmes histoires? Non, alors, les francs-maçons, les Templiers, c'est une vaste farce, hein, je m'excuse, mais bon, n'importe quoi. Ouais. Bon. Il y en a même qui disent que ça remonte à l'Égypte ancienne, antique. Hein. Non, je vous ai expliqué comment elle est née, la franc-maçonnerie. Elle est née à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, dans un mouvement d'idées qu'on appelait la crise de la conscience européenne. Hein, c'est connu en histoire, on appelle ça comme ça, entre 1680 et 1720. Voilà. Et où, en Europe, on essaye de se détacher des dogmes religieux et de mettre en place le primat de la raison. Hein, voilà. C'est ce qu'on appelle le mouvement des philosophes, ensuite. Ces gens qui... ils ont pris ce qu'ils trouvaient et ils ont dit, bah oui, on va s'installer dans ces cadres-là, mais ils ont été complètement changés. Vous voyez ? Donc tout ça, ce sont... Alors effectivement, en franc-maçonnerie, il se peut qu'on travaille sur des légendes bibliques, d'autres légendes. Alors, mais ces légendes, elles ne sont pas là en tant que dogme, elles sont là en tant qu'expérience humaine. Et ce que l'on veut, c'est qu'au travers de ces légendes, on réfléchisse d'une manière, j'allais dire, anthropologique. C'est-à-dire, l'anthropologie, ça veut dire ce que c'est, c'est la nature, ce que c'est que l'homme, comment on travaille, ce que c'est que l'évolution de l'humanité, quels sont les mythes humains, puisqu'il y a des mythes à travers l'humanité dans les diverses civilisations. Donc, c'est ça qui intéresse les francs-maçons, c'est l'humain. C'est pas le dogme, c'est la manière dont les êtres humains bâtissent des dogmes et ce que ça signifie de l'implication des personnes et de la manière dont on se comporte en société. Mais on peut très bien vivre sans franc-maçonnerie. Hein, je veux dire, J'ai encore une question parce que je viens de remarquer qu'on est 4 hommes à avoir parlé et seulement des hommes. Ma question, donc, là, c'est pas par rapport à maintenant, c'est est-ce que la franc-maçonnerie est mixte ? Alors, à l'origine, la franc-maçonnerie ne l'était pas, comme toute la société. Sinon qu'en France, contrairement aux Anglais, dès le début, il y a eu ce qu'on appelait des loges d'adoption, puisqu'il y a une tradition en France qui est plus ouverte à l'apport, je dirais, de la féminité. Parce que là, en France, il y avait les salons, etc., tenus par des dames. Hein. Voilà, donc l'esprit féminin avait de l'influence, hein, sans même parler des maîtresses des rois. Mais ça s'est perdu au XIXe siècle. Et puis, à la fin du XIXe siècle, s'est mise en place une franc-maçonnerie féminine et une franc-maçonnerie mixte. Et là, actuellement, le Grand Orient de France est mixte. Alors, il y a des obédiences maçonniques qui sont... Oui, pardon. Il y a des obédiences maçonniques qui sont purement masculines. Voilà, ils ont peur des femmes, ça les regarde. Tant pis pour eux. Et puis, il y a aussi une franc-maçonnerie féminine. Et là, cette franc-maçonnerie féminine accepte la visite des francs-maçons masculins, mais effectivement, elle se justifie par le fait qu'effectivement, les femmes, estiment-elles, ont des besoins particuliers, des problèmes particuliers qu'elles souhaitent débattre entre elles. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle la Grande Loge féminine de France, qui est pas très nombreuse, enfin qui est relativement nombreuse. Enfin, la grosse, il y a 2 grosses obédiences en France, enfin 3. C'est le Grand Orient de France, dont je vous ai parlé. Moins important, la Grande Loge de France, qui n'est pas mixte, qui est aussi, qui est plus, je dirais, symboliste, plus spiritualiste que la franc-maçonnerie du Grand Orient. Et puis, il y a ce qu'on appelle la Grande Loge nationale de France, qui, elle, est liée à la Grande Loge d'Angleterre et qui est, elle, complètement déiste.
Voilà. Donc c'est les trois panoramas français. Oui. C'est quoi le quotidien d'un conseiller de l'ordre en charge de la laïcité? C'est d'abord le quotidien d'un conseiller de l'ordre. Un conseiller de l'ordre, c'est s'occuper, comme tout membre d'un conseil d'administration, de l'administration, d'être présent à des réunions, etc., de s'occuper de l'administration. Et puis, être en charge de la laïcité, c'est de se tenir au courant de ce qui se passe dans le domaine de la laïcité, de se documenter, de connaître le sujet, qui est un vaste sujet, qui est dépassé. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas simple, il est souvent travesti. C'est une cacophonie, une espèce de cacophonie en matière de laïcité, dont s'emparent les extrêmes et qui sont très contents de cette cacophonie, puisque voilà. Ensuite, il y a à l'intérieur du Grand Orient de France une commission nationale sur la laïcité, c'est-à-dire où il y a des élus des loges qui discutent entre eux de la laïcité, qui viennent de toutes les régions du Grand Orient. Et c'est donc aussi et puis il y a des commissions régionales, c'est en quelque sorte d'animer, nous avons une revue interne aussi, c'est d'animer le débat à l'intérieur, le débat et la transmission à l'intérieur de l'obédience du Grand Orient sur les questions laïques et qui tiennent aussi au principe de la République. Ce qui m'étonne, c'est que pourquoi, par exemple, au niveau de tout chef d'État, les plus hauts dirigeants ou plus hauts fonctionnaires ont toujours ce même rapprochement à la franc-maçonnerie? Est-ce qu'il y a un rapport avec ça ou pas? Écoutez, un rapport du fait que ils le revendiquent, président du Sénat, plusieurs personnes revendiquent étant franc-maçon. Je veux savoir s'il y a un rapprochement entre le fait d'être franc-maçon et de réussir, par exemple, dans sa vie politique ou économique. Est-ce qu'il y a un rapport en étant franc-maçon d'avoir, on va dire, une facilité à accéder à certains postes qui font que, j'imagine votre réponse que ça doit être du fantasme, et j'en passe des meilleurs, mais la conclusion est que généralement, les plus hauts postes, les personnes sont souvent affiliées à la maçonnerie. Si vous voulez qu'on parle de chiffres, je vais vous en sortir, de statistiques, je vous en sors. Maintenant, c'est la question, simplement, au niveau des chefs d'État, des ministres, beaucoup se retrouvent francs-maçons, même au niveau des maires. Donc, est-ce qu'il y a un rapport? Je vais vous décevoir, mais ils sont pas ministres parce qu'ils sont francs-maçons. Il se trouve qu'il y a des francs-maçons qui deviennent ministres. C'est complètement différent. Voilà. Angela Merkel, Emmanuel Macron ne sont pas francs-maçons. Erdogan, il n'est pas franc-maçon. Sisi en Égypte, il n'est pas franc-maçon. Ni, je ne sais pas comment il s'appelle, le président du Pakistan. Oui, non, mais voilà. Donc il se trouve qu'en France, en France, il y a historiquement un mouvement maçonnique et qu'effectivement, beaucoup de gens qui s'intéressent à l'humain et à la société sont passés par là, évidemment. Mais vous savez, vous avez beaucoup de catholiques aussi qui sont des hommes politiques. Je veux dire, Non, vous dites qu'il y a beaucoup de catholiques, mais si vous voulez qu'on parle de chiffres entre les catholiques et les francs-maçons, parce qu'on ne peut pas les mettre dans le même secteur, les croyants et les non-croyants. Franc-maçonnerie, laïcité, non-croyants. Non, alors là, vous vous trompez. La laïcité ne veut pas dire athéisme. C'est complètement différent. Voilà, ça c'est une erreur fondamentale que beaucoup de gens. La laïcité n'est pas l'athéisme. La laïcité, c'est la liberté de penser, la liberté de conscience. Donc, au nom de la liberté de conscience, je peux croire en Dieu, à telle ou telle religion, tel ou tel dogme, et je peux ne pas y croire. C'est ça la liberté de conscience. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. La laïcité n'a rien à voir avec l'athéisme. Elle accepte l'athéisme, elle accepte la liberté religieuse, mais elle n'est pas basée sur l'athéisme. Alors évidemment, il y a une neutralité de l'État, au nom de la séparation, par rapport à la religion. Oui, mais ça, c'est pas un athéisme d'État. Ça n'a rien à voir avec une propagande anti-religieuse. Ça n'a rien à voir avec la propagande anti-religieuse, par exemple, qui pouvait être menée dans les pays communistes où on fermait les lieux de culte, où on mettait en prison les prêtres et les imams. Ça n'a rien à voir. La laïcité,
comprend la liberté religieuse. C'est la neutralité de l'État. C'est différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a action de l'État, on demande à ceux qui sont les vecteurs et les acteurs de cette action de l'État de ne pas montrer leur option philosophique, qu'elle soit religieuse ou pas d'ailleurs. Un tel qui serait fonctionnaire et qui dirait « Oh oui, aux administrés, voilà, c'est bien, moi je suis athée », ben, il serait autant sanctionné que celui qui dit « Moi je suis évangélique ou protestant ou luthérien ». C'est ça la laïcité. Et là, justement, c'est une fausse idée qui est répandue par les ennemis de la laïcité, qui profitent de la cacophonie sur le principe pour véhiculer de fausses idées. La laïcité, c'est pas Zemmour. Hein. Zemmour, il n'est pas laïque. Il est d'extrême droite. C'est pas pareil. Donc, effectivement, ne pas se faire de fausses idées sur la laïcité. La laïcité n'est pas l'athéisme d'État. C'est la neutralité de l'État. C'est complètement différent. C'est-à-dire, la République n'est pas là pour faire une propagande anti-religieuse. La République est neutre. C'est-à-dire que la liberté, c'est marqué dans l'article 1er de la loi 1905, la République garantit le libre exercice du culte. Donc, ou assure, enfin je ne sais plus, j'ai plus texte, enfin c'est assure. Bon, c'est la liberté de culte est inscrite dans la loi de 1905 sur la laïcité, qui instaure la laïcité en France, qui installe le principe laïque en France et qui met en place le principe laïque dans la République. Donc tous ceux qui vous disent que la laïcité c'est contre la religion disent des choses fausses. Voilà. La laïcité ne s'occupe pas de la religion. C'est complètement différent. Alors il y a peut-être des religieux qui voudraient régenter le monde. Alors évidemment, ils ne sont pas contents. Mais le principe, c'est celui de la séparation. C'est-à-dire, effectivement, par rapport à des sociétés où la religion régente l'ensemble des règles sociales, c'est différent parce que dans un État laïque, en vertu du principe de séparation, la religion est considérée comme quelque chose de privé et pas de public. Le culte est libre, il peut être public dans le sens qu'on a le droit de faire des cérémonies religieuses dans la rue à partir du moment où on respecte les règles de déclaration et tout, etc. On a le droit de construire des édifices religieux, etc., etc. Il n'y a aucune interdiction, il n'y a rien qui l'interdit. Mais le culte est libre, mais effectivement, l'État, la religion doit rester dans le domaine du privé. Voilà. Il est tout à fait possible à la religion de s'afficher dans la rue. Ce n'est pas interdit. Interdit sur la voie publique, bien entendu. C'est pas ça, la laïcité. La laïcité, telle que la mise en place à la loi de 1905, qui est une loi d'ailleurs de conciliation, comme on dit, qui était une loi de conciliation qui n'était pas... quand on suit les débats au Parlement de l'époque, il y avait des gens qui voulaient, par exemple, interdire tout costume religieux dans la rue. Donc ça n'a pas été mis dans la loi de 1905. Alors, c'est simplement, la laïcité, c'est la neutralité de la puissance publique. Voilà. Aussi bien de l'État que des collectivités locales et du service public en général. Si je vous souviens, quand les mairies installent des crèches de Noël dans leur hall, c'est pas de la laïcité. Oui, effectivement. Croyez bien qu'au Grand Orient de France, on n'arrête pas de fulminer contre ce genre d'expérience. Et malheureusement, le Conseil d'État est souvent beaucoup trop gentil avec ce genre de manifestation, parce qu'il y a une jurisprudence du Conseil d'État à laquelle je suis personnellement opposé, qui dit que lorsqu'il y a une tradition locale, ça peut être acceptable. Mais effectivement, ces histoires de crèches dans les mairies, ça ne devrait pas exister. Je suis complètement d'accord avec vous. Donc, voilà. Donc ça c'est ma position laïque, c'est celle-là. Donc, alors, c'est comme quand on confond culturel et cultuel. Quand on finance un centre culturel,
Et puis à côté, on construit une église ou une mosquée. Et c'est le même financement. Donc ça, c'est pas laïque. C'est de la même façon, quand on exonère des taxes sur les taxes fiscales de culte, c'est aussi une façon aussi de les financer. Oui. Alors foncières. effectivement. Donc alors attendez. Là-dessus, c'est aussi non laïque. Donc c'est aussi un moyen de financer. Oui. Attendez, je une vais religion. répondre. Oui. Alors effectivement, ça fait partie, je dirais, du deal de 1905. C'est-à-dire que les associations cultuelles, pas culturelles, cultuelles, qui doivent être réservées à l'exercice du culte. Elles ne sont pas là pour gérer des immeubles ou je ne sais trop quoi. Elles sont là pour le culte, c'est-à-dire le denier du culte, comme on dit. Eh bien, ces associations cultuelles, effectivement, ne sont pas soumises à certains impôts. C'est pour l'exercice du culte. Et effectivement, il y a une exonération fiscale. Moi, j'estime que ça ne devrait pas être, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, les associations constituées dans le cadre de la loi de 1905, et pas 1901, la loi de 1905, consacrée à l'exercice du culte, ont un régime fiscal particulier. Et là, il y a un grand enjeu, là, c'est que certains voudraient que ces associations n'ont pas le droit de vendre leurs biens ou de les gérer comme un... Enfin, elles ont le droit de les vendre, mais elles n'ont pas le droit de les gérer comme un particulier, c'est-à-dire de les faire fructifier, louer, et tout, etc. De gérer comme des propriétaires terriens. Et un des objectifs qu'on a fait arrêter, d'ailleurs, que tous les laïcs se sont concertés, ça a été d'arrêter certains projets de loi du gouvernement qui tendaient à faire tomber cette limite. Et ça intéresse tout particulièrement l'Église catholique, qui a beaucoup de patrimoine immobilier, dont elle ne sait plus que faire d'ailleurs, mais qu'elle voudrait bien pouvoir gérer. Elle ne peut que les vendre. Elle ne peut pas les faire fructifier comme un propriétaire capitaliste. Ou alors, c'est le régime de la loi de 1901, mais là, c'est plus une association cultuelle et ce n'est plus le même régime fiscal. Et d'ailleurs, c'est autre chose. Alors, il y a plein de choses trappes dans tout ça. Voilà. C'est pas simple. Je vais parler des principes. Voilà. Et la laïcité n'est pas une machination anti-islamique. Je veux dire, avant, ça a été d'abord une machination anti-romaine contre l'Église catholique romaine qui prétendait régenter la vie politique en France. Voilà. C'était ça l'objectif des pères de la laïcité. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas très bien passé en 1905. Pourtant, la loi de 1905 n'est pas méchante vis-à-vis de l'Église, puisqu'elle permet les cultes, elle permet ces exonérations fiscales pour les actions cultuelles et tout, etc., en même temps certaines limites. Mais il fallait, donc quand la loi a été mise en vigueur, il a fallu faire des inventaires. Parce qu'avant, dans la mesure où il y a dans le Concordat, l'Église est en quelque sorte un service public, les biens des églises étaient des biens d'État. Il a fallu faire des inventaires pour faire la séparation entre ce qui devait rester public, proprement dit, et ce qui partait au bien de l'Église. Et là, l'Église s'est opposée, 4 fers, aux inventaires. On a dû envoyer l'armée pour faire les inventaires. La République a envoyé l'armée contre l'Église en 1905, 1906, 1907. Il y a eu des émeutes. Donc, ça n'a pas été simple. Donc, même en France, la mise en œuvre de ce principe de liberté de conscience... Par rapport aux caricatures de la republication à Charlie Hebdo, oui. Voilà, un petit commentaire par rapport à cela. Charlie Hebdo, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire que, effectivement, comme on dit... en France, en République, il n'y a pas de blasphème. Non. La question ne se pose pas en ces termes-là. La question, c'est il y a la liberté d'expression. Le blasphème a été supprimé, je vous le signale, en 1791 en France. Alors, c'est une vieille histoire, le blasphème en France. Pourquoi ? Je peux développer un peu ? Il y a une histoire du blasphème en France. L'histoire, c'est au XVIIIe siècle, 1750 et quelques, l'histoire du chevalier de la Barre. Qu'est-ce que c'est l'histoire du chevalier de la Barre ? Le chevalier de la Barre, c'était un jeune homme qui avait 20 ans, un peu fêtard, un peu voltairien, comme on disait à l'époque. Et c'est dans la petite ville d'Abbeville. Vous savez, Abbeville, c'est une petite ville dans le nord. Et il faisait partie d'un groupe de joyeux fêtards. Et il se trouve qu'un matin,
sur un pont à Abbeville, il y avait un crucifix, et ce crucifix a été endommagé, foutu par terre. Ah. Et moi, dans toute la ville, on veut savoir quel est le coupable. Celui qui a fait ça, évidemment, se cache, ça devait être un accident de la circulation. Mais donc, grosse révolution. L'évêque du lieu émet un monitoire. Un monitoire, ça veut dire que tous ceux qui savent quelque chose et qui ne le dénoncent pas sont coupables, vont aller en enfer et n'auront plus droit à la communion. C'est grave, la communion. Ils n'ont plus droit à la rémission de leurs péchés. Donc, c'est vraiment la mise en dehors de la communion. C'est une fatwa catholique. Donc, et on se demande qui c'est qui a fait ça. Alors, sur place, il y a un procureur qui est vindicatif, qui veut montrer qu'il a de la poigne, et il dit « Ah, ben, je sais qui c'est ces petits gars-là. » L'autre fois, à la fête Dieu, la semaine d'avant, ils n'avaient pas osé leur chapeau au passage du Saint-Sacrement lors de la procession. C'est eux. Donc, vindicte populaire. Il y a le petit chevalier de la Barre, qui est un petit nobliot sans le sou. Il s'en va pas, il dit moi, on n'a rien à me reprocher. Ses copains s'en vont parce qu'ils disent voilà, ça sent le roussi. Ils n'ont rien à se reprocher. On fait une perquisition chez eux, on trouve des livres de Voltaire. Oh, ça y est. Forcément, c'est lui qui a fait le coup. Donc, on le condamne. Il fait appel. Il va au Parlement de Paris. Là, malheureusement, il tombe sur un conseiller du Parlement. Le Parlement de Paris, c'était la Cour de justice à l'époque. Ça s'appelait Parlement. Et donc, il est quand même condamné. Il est condamné à être écartelé. Ensuite, son corps est brûlé et jeté. C'est-à-dire, on considère que c'est un blasphème absolu. Donc, et là, effectivement, ce gars qui n'y était pour rien, il y a une grande... Voltaire, justement, s'empare de l'affaire. Vous connaissez l'histoire de l'affaire Calas. Calas, c'est ce protestant. Vous ne connaissez pas l'affaire Calas? Il faut lire ça. Regardez sur Wikipédia, affaire Calas. C'est très instructif. C'est à Toulouse, un protestant, parce que le protestantisme était toléré, mais interdit en France autrefois, sous l'Ancien Régime. Donc les protestants n'avaient pas le droit d'occuper des fonctions publiques. Ils ne pouvaient pas être avocats, ils ne pouvaient pas être médecins, et encore moins fonctionnaires. Donc c'est un commerçant à Toulouse, protestant, et son fils s'est suicidé. On l'a retrouvé pendu. Ça arrive que des gens se suicident. Mais évidemment, il était protestant, donc il avait tué son fils. Donc il a été condamné, tout, etc. Et Voltaire s'est emparé de cette affaire pour, effectivement, lutter contre l'intolérance. Vous savez, le grand livre qu'il a écrit, de l'intolérance. Et donc, Calas a été condamné parce qu'il avait blasphémé. Et donc, Voltaire, et donc, cette affaire, si vous voulez, était dans la tête de la Révolution. 1755, c'est quoi? C'est à peine 30 ans après. Ça correspond pour nous aux années 90. Tous les révolutionnaires, cette affaire était dans leur tête à eux. Ils disaient non, c'est fini le blasphème. On ne tuera plus les gens pour des crimes imaginaires. Ils ont appelé ça des crimes imaginaires. Un blasphème, c'est un crime. C'est un crime, c'est quoi? C'est ne pas être d'accord avec une idée. Une religion, c'est une idée comme... Désolé, c'est une idée comme une autre. C'est une idée. On a le droit d'avoir ces idées, mais on n'a pas le droit de les imposer aux autres. Donc, l'un des premiers actes de la Révolution, en 1791, avant même la proclamation de la République, ça a été d'interdire, de supprimer le crime de blasphème. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que Charlie, ça vibre tellement dans les tripes des Français, parce que ça fait partie de l'histoire de France, la lutte contre ceux qui voudraient imposer le blasphème. C'est quelque chose qui est dans l'ADN de la République, même dans la Révolution même, avant même la proclamation de la République. La proclamation de la République, c'est septembre 92. C'est une loi de 1791. Donc il y a quelque chose de, j'allais dire, de viscéral vis-à-vis de ça en France. Et ça explique toute la suite. La République en France, elle s'est construite contre la religion, contre l'Église catholique, qui ne voulait pas de la République, qui voulait la monarchie pour maintenir tout le monde dans la religion catholique. Alors, moi, je n'ai rien contre les pratiquants de la religion catholique, mais effectivement, c'est pas une obligation, c'est un droit. C'est pas pareil. Donc, donc, il n'y a pas en France, il n'y a pas de droit au blasphème, parce que le blasphème n'existe pas.
il y a la liberté d'expression. Voilà, c'est tout. C'est ça que ça veut dire, l'affaire Charlie. Donc selon vous, il n'y a pas de problème entre la laïcité et l'islam? La laïcité et l'islam? Oui. Parce que le sentiment quand même qui ressort, c'est pas... On n'est pas non plus en train de fabuler ou de s'imaginer tout un tas de choses. C'est vrai que souvent, lorsqu'on a des problématiques d'expression ou autre, souvent la laïcité est brandie quand c'est la religion musulmane qui est derrière, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, ce 21e siècle est beaucoup plus spirituel que les autres et on a beaucoup plus de gens qui se convertissent à une religion ou à une autre. Hein. Mais effectivement, donc, on a le sentiment que quand c'est l'islam, c'est un peu plus perturbant et que effectivement, ça hérisse un petit peu le poil et que c'est souvent la laïcité qui est mise en avant pour justement défendre un petit peu les valeurs de la République. Oui. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai essayé de vous expliquer. C'est que le traitement qui est fait à l'islam n'est pas particulier à la religion musulmane en France, dans la République. Le même traitement a été appliqué à la religion catholique. Et beaucoup plus durement. Je veux dire qu'on a envoyé l'armée contre les curés. Donc, ça n'a pas été simple. Donc, effectivement, il y a, dans le mouvement républicain français, une méfiance vis-à-vis de l'ordre religieux. Bien entendu, ça c'est clair, quel qu'il soit. Parce que la République laïque ne veut pas qu'une doctrine, quelle qu'elle soit, régente la population ou une partie de la population. C'est l'idée de l'abolition des privilèges. Les privilèges, c'est pas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas avoir des bénéfices. Les privilèges, c'est d'avoir une loi particulière. C'est ça. La Révolution, la première chose qu'elle a abolie le 4 août 1789, c'est l'abolition des privilèges. On l'apprend à l'école, j'espère qu'on l'apprend toujours. C'est l'abolition des privilèges. Et toute l'Assemblée nationale, le clergé, le tiers-état, la noblesse est venu abandonner ses privilèges. Et donc, c'est un acte fondateur de la France moderne et nouvelle. L'abolition des privilèges, c'est l'abandon de lois particulières pour régenter une partie du peuple. Tout le monde est soumis à la même loi qui est décidée en commun. Voilà. Donc effectivement, tout ce qui, à tort ou à raison, je suis d'accord avec vous, à tort ou à raison, peut ressembler à la réinstauration des privilèges, au sens de... Macron, il appelle ça séparatisme. Mais c'est les privilèges, c'est la vieille expression d'ancien régime de privilèges, qui vise à rétablir quelque chose qui peut ressembler à un privilège, une privata lex, une loi particulière. Effectivement, ça déclenche l'hostilité. Alors, je crois que de tous les côtés, il faut se comprendre. Alors, j'ai beaucoup apprécié, je ne sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'était dans le Figaro, les déclarations récentes du mufti de la mosquée de Paris, qui était très bien. Je trouve beaucoup mieux que Boubacar dans ce qu'il a dit, en tout cas. Et donc, et là, je crois que la question, c'est pas islam, pas islam. Bien sûr, l'islam, la République française est ouverte à toutes les religions. La question, c'est que l'idée, c'est que un comportement, qu'il soit religieux ou pas, ne doit pas régenter un groupe de personnes en dehors de la loi générale républicaine. Alors, on peut trouver ça pas bien, mais c'est comme ça. C'est l'ADN de la République. Ce qu'on appelle la République indivisible. C'est marqué dans la Constitution. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est l'article 1er de la Constitution qui remonte à 1948, qui a été repris en 1958. Et donc, la France n'est pas une République une et indivisible. Elle n'est pas une, parce qu'il y a diversité. Mais elle est indivisible, en ce sens qu'il n'y a pas de loi particulière. On peut estimer que c'est un principe fumeux, philosophique, mais c'est un principe philosophique auquel les républicains sont attachés. Mais ça n'empêche pas si vous voulez, ça n'empêche pas la diversité, mais ce que ça empêche, je dirais, ce que ça vise à empêcher, c'est l'impossibilité pour des gens de s'émanciper d'un milieu dans lequel ils sont enfermés. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance que
quelqu'un n'est pas unidimensionnel. C'est-à-dire, on peut être à la fois musulman, de droite et amateur de la chasse. Voilà. On peut être catholique, homosexuel et, je sais pas moi, jouer au bridge tous les soirs avec ses amis. Donc, on ne doit pas être enfermé dans une catégorie. Chacun a le droit, c'est-à-dire les différences identitaires ne passent pas autour de nous, elles ne nous enferment pas, elles passent en nous. On a effectivement dans notre personne plusieurs identités. Je suis sûr que, moi je connais beaucoup de musulmans, je peux vous dire qu'ils ne se ressemblent pas. Et je connais beaucoup de catholiques aussi, je peux vous dire qu'ils ne se ressemblent pas. Ils sont, je veux dire, voilà. Donc c'est ça la République. C'est avec ce que ça sous-tend, c'est l'émancipation personnelle. Alors c'est pas de grand n'importe quoi, bien entendu, mais bon, c'est l'émancipation personnelle. Eh bien, on va remercier tout le public, remercier notre intervenant. S'il n'y a pas d'autres mots, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et bonne soirée à tous. Voilà. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.